une infrastructure stratégique qui soit à la hauteur de l'ambition du pays. Plusieurs autres membres du gouvernement concernés directement par ces projets ont pris part à cette réunion aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis, Lucie Tamlin. C'était évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ces projets s'inscrivent dans la droite ligne de développement des infrastructures de transport en République démocratique du Congo, élément moteur pour l'ouverture économique et l'intégration régionale du pays de Lumumba. Et les Chinois, eux, viennent d'arracher le marché de construction des plus de 1000 km de routes, la réhabilitation des ports et la construction des ponts pour la ville de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru. Ces investisseurs chinois ont discuté de tous ces différents projets avec le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba. C'est un reportage d'Hérodé Panda. Les désenclavements de la province du Sankuru avec la construction de près de 1395 km de routes, la réhabilitation de ports pour favoriser la communication fluviale et la construction de ponts sont là. Les quelques projets portés par les investisseurs chinois, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, en a pris connaissance de la part de la délégation chinoise conduite par l'entrepreneur chinoise Yang Yang, qui a rassuré de l'exécution en cours de ces projets, notamment dans les domaines de l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier pour le développement de Lumumba-Ville. Daniel Mukoko Samba a exprimé sa détermination et sa participation pour que la province du Sankuru redevienne les greniers du pays et une véritable zone de développement économique. Membre du conseil d'administration de la fondation Lumumba-Ville, Joseph Tete a souligné l'importance de ces échanges afin que Lumumba-Ville reflète l'image du héros national. Ce sont des échanges très porteurs qui ont fait canaliser plusieurs possibilités concluantes entre les différents partenaires stratégiques chinois qui nous accompagnent dans le projet Lumumba-Ville et surtout de bénéficier de l'appui de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, un encouragement fort de la part du gouvernement. Cette fois-ci, nous sommes venus avec le projet d'agriculture, énergie, photovoltaïque et aussi la construction. Nous voulons réaliser ce projet avec le soutien du gouvernement, des ministres de l'économie. Ces échanges entre le vice-premier ministre de l'économie et les entrepreneurs chinois, véritable ouf de soulagement pour les habitants de Lumumba-Ville avec ces deux communes, Ewembonyama. Le technicien du laboratoire d'analyse des substances minérales du CEC de retour sur le banc de l'école pendant 2 semaines. Ils vont apprendre toutes les techniques liées à la norme ISO. Nadine Foutouk nous en parlait. Mardi 15 juillet 2025, une journée très chargée pour la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une session de formation de 2 semaines, soit du 15 au 28 juillet, a été ouverte au bénéfice des techniciens du laboratoire d'analyse des substances minérales du CEC situé à Moussompo. Selon le président du conseil d'administration de cette structure technique du ministère de Mines, Dave Kalemba Kanchama, qu'un simple jalon dans la vie du CEC. Cette initiative est une étape décisive qui traduit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle place la qualité, la rigueur scientifique et la crédibilité des institutions publiques au cœur de la gouvernance nationale. Ces laboratoires désormais dotés d'équipements de dernière génération, affirmait-il, doit devenir une référence, mais une vitrine d'excellence congolaise. Un levier stratégique pour la crédibilité et la fiabilité des résultats analytiques des produits miniers au service du secteur minier national à l'international. Le CEC est entré dans une dimension internationale et avec le laboratoire ultramoderne que nous avons construit.
Et nous devons suivre les normes nationales et internationales afin de garantir la fiabilité de nos résultats. Cette session de formation assurée par des experts de services d'accréditation de SADCAS, spécialistes en normes d'accréditation des laboratoires d'analyse minérale, a indiqué le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Kaninku, fait suite par l'instruction donnée par le président de la République qui a émis le vœu de voir le laboratoire du CEC être accrédité après son implémentation dans un temps relativement court. Nos résultats sont à l'interne fiables et ces résultats devaient être imposés sur le plan international et que nous rentrons dans l'intercomparaison avec les autres laboratoires. Et la norme 17025 fait que nous aurons un système de management de qualité et notre labo va produire des résultats fiables. On aura des statistiques sur le plan international comparables aux autres laboratoires du monde. Loin d'être un simple exercice académique, cette session de formation est la première étape d'un projet stratégique visant à hisser le laboratoire à un niveau de compétences conforme aux standards internationaux à travers un processus de souscription à l'accréditation. C'est fini avec le phénomène nouvelle UET, phénomène non payé, phénomène non affecté au sein de l'administration publique. Ce sont les quelques innovations majeures apportées par 2 lois sur le statut des agents de l'État promulguées récemment par le président de la République. Et hier, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a présenté ces 2 textes aux délégués de l'intersyndicale de l'administration publique, comme nous dit Nadine Kimosh. Dans le cadre de la vulgarisation de 2 lois majeures promulguées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni ce mercredi délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté en détail les principales innovations contenues dans les 2 textes législatifs, la loi portant statut général des agents de carrière des services publics de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a notamment mis en lumière les avancées en matière de recrutement, de gestion des carrières, de mobilité et de prise en charge sociale. Les agents et fonctionnaires que nous représentons manquent aujourd'hui les mains pour applaudir les chefs de l'État, pour remercier le gouvernement et dire grand merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a porté cette loi au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que les agents et fonctionnaires attendent l'application de cette loi et que le Congo soit reconnaissant envers ceux qui l'ont porté et nous qui l'avons proposé. Qu'il n'y ait plus de phénomène NU dans l'administration, qu'on n'ait plus le non payé, quelqu'un qui vient travailler qui n'est pas payé. Avant c'était une chose, maintenant ça sera autre chose. Et ce qui doit être maintenant, c'est l'application stricte des dispositions contenues dans la loi, notamment en matière de recrutement. À l'issue de cet échange, le président de l'INAP, au nom de l'ensemble des membres, a salué la portée historique de ces réformes qui redéfinissent en profondeur la trajectoire de l'administration publique congolaise. J'aime ma ville, c'est le nom de la nouvelle campagne d'assainissement lancée par le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville. Objectif, sensibiliser la population sur la préservation de l'environnement urbain. D'autres détails avec Louise Ntsakala et J.R. Kabama. C'est une concrète volonté de voir à tout prix les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, être appliquées à la lettre pour que la ville capitale se réapproprie son éclat de Kinmalebo, Poto Moindo. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a choisi la journée du lundi 15 juillet 2025 pour lancer la campagne dénommée « J'aime ma ville ». Objectif, sensibiliser les Quinoises et Quinois sur le respect des lois établies et sur la préservation de l'environnement urbain. J'aime ma ville, pourquoi? Parce que dans le milieu dans lequel l'homme vit, doit répondre justement à ses besoins. Ça doit être un milieu assaini, qui doit être propre, qui doit répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc nous, fort de cela, avec tous les textes en rapport avec l'urbanisme, nous allons appliquer cela. Tout ce que nous allons trouver sur la voie publique qui ne répond pas aux normes, nous allons évacuer ça. Accompagné de quelques maires de l'RDC présents à Kinshasa, le ministre de la Ville les a invités à faire de même dans leurs juridictions respectives. Lors du deuxième procès des ministres extraordinaires
son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait clairement dit que tout projet qui passe dans une ville doit avoir l'avis des maires qui sont tous des spectateurs mais des acteurs. Parce que c'est eux qui pourront faire le profilage, c'est eux qui pourront savoir quel type d'opérateurs économiques ils sont là. Et dans le cadre même de la création de nouveaux millionnaires, c'est eux qui peuvent identifier tel opérateur économique qui est ici pour justement emboîter le pas. Notamment, nous avons des travaux en matière d'infrastructure. Dans les contextes actuels caractérisés par la lutte contre le réchauffement climatique, la ville de Kinshasa ne peut que s'inscrire dans la politique des reboisements à grande échelle. Tenguete Lito a pour ce faire planté quelques palmiers renards à Ngaliema et au rond-point Kintambo, magasin. La facture devient légère pour les militaires du Kontchachi et leurs dépendants. Un sac de maïs de 25 kg se vend désormais à un prix exceptionnel de 18 000 francs, un tarif 3 fois inférieur au marché local. Ce sont de maïs fabriqués par les bâtisseurs du service national et c'est le commandant de ces services, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui a supervisé l'opération des ventes. Cédric Inena. Cette cargaison est une image visible de la moisson récoltée par les services nationaux à Kanyama-Kassisi. Mais nous sommes à petite échelle. 4000 sacs de farine de maïs répartis dans 4 véhicules remorques et se vend le 25 kg à 18 000 francs seulement. Les services nationaux inondent le marché quinois de ces produits de base dans l'alimentation. Nous sommes au Kontchachi. Il nous a facilité la tâche, nous les militaires. Nous achetons à moindre coût sur place. J'ai acheté ces sacs à 18 000 francs congolais seulement, pendant que le prix revient à 45 000 francs congolais ailleurs. J'ai dit merci au service national. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a acheté à 50 000 ou 45 000 francs congolais. Maintenant, c'est à un coût réduit. Nous attendons d'autres produits pour améliorer nos conditions de vie. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui a supervisé cette opération de vente, a invité également la minoterie du service national en plein montage sur place au Kontchachi. Ceci dit, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le service national a commencé depuis septembre 2021 à desservir chaque mois les cantines militaires en farine de maïs de manière ininterrompue. Le Japon vient de donner un coup de pouce à la RDC dans la riposte contre le Mpox. Le gouvernement japonais vient de faire un don de plus d'1 million de doses de vaccins au gouvernement congolais. Ces dons a été réceptionné par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Plus de précision avec Robert Nechisese. La lutte contre la maladie de la Mpox, une maladie virale qui a connu une résurgence ces dernières semaines en République démocratique du Congo, mais qui est en voie d'être maîtrisée, nécessite l'effort de tous. Le Japon a répondu à l'appel du gouvernement congolais en faisant un geste humanitaire significatif par la remise d'un lot important de vaccins au ministre de la Santé publique, un geste qui vise à renforcer les capacités de riposte contre cette maladie et à protéger la population vulnérable. C'est pour moi un immense plaisir et honneur de prendre part ce jour à cette cérémonie de remise officielle de vaccins et du BIFUR qui est fourni par le Japon en soutien au gouvernement congolais en vue de faire face à l'épidémie de la variole de singe ainsi que Mpox. Je devrais entamer mon propos par féliciter son Excellence M. Roger Kamba et à travers lui le gouvernement chinois pour tous les efforts déployés afin d'assurer la coordination de l'ensemble des opérations, ainsi que pour les mesures prises afin de briser la chaîne de transmission de l'Mpox. En présence de représentants de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre Samuel Roger Kamba a exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais pour ce soutien crucial. Ce don a été offert par le gouvernement du Japon à la République démocratique du Congo. Et ce geste s'inscrit dans la continuité d'un partenariat structurant, le Japon étant aujourd'hui l'un des principaux partenaires techniques et financiers de notre pays, en particulier dans les domaines de la santé publique.
Cette initiative du Japon représente un pas important vers une meilleure prise en charge et une réponse plus rapide aux épidémies de Mpox en République démocratique du Congo. Du 16 au 19 juillet, c'était à Kinshasa l'atelier de renforcement de capacité des cadres et agents du ministère des hydrocarbures. Les travaux ouverts par le secrétaire général aux hydrocarbures, Edi Diala, pour la suite. Pendant 4 jours, les cadres et agents du ministère des hydrocarbures sont en atelier de renforcement des capacités pour une excellente gestion du secteur. Les modules au programme portent sur la lecture, l'analyse et l'interprétation des rapports d'activité des opérateurs du secteur d'exploration-production pétrolière. Le secrétaire général aux hydrocarbures, Christian Kankou, qui a ouvert les travaux au nom du ministre des hydrocarbures, Molindo Sakumbi, dit attendre une réelle mise à niveau pour répondre aux attentes du gouvernement de la République. Ça fait 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans qu'on n'a plus été formés. Donc c'est quelque chose qui va répondre et qui certainement va s'inscrire dans la durée. Alors, en plus de cette volonté d'avoir un personnel qualifié autour de lui, le ministre est en train d'exécuter la feuille de route du gouvernement qui avait insisté, il y avait 5 points, notamment la formation. Nixon Zinga, un des formateurs, revient sur les bénéfices de cet atelier. Cette formation va permettre aux agents de l'administration et aux agents du cabinet d'être en mesure de lire, d'interpréter les rapports qu'ils reçoivent des opérateurs. Et pour bien comprendre ces rapports, ces agents doivent être renforcés parce que l'administration veut comprendre qu'est-ce que les opérateurs rapportent et faire des notes d'observation à l'opérateur au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. À l'heure où la RDC s'engage résolument pour une exploitation pétrolière significative, il est un impératif d'avoir une administration à la hauteur des enjeux. Le questeur du Sénat séjourne depuis le dimanche dernier à Kananga. Topin Kabongo est allé rendre compte à sa base des travaux réalisés au sein de la Chambre haute du Parlement de la session de mars 2025. Aussi, il a sensibilisé sur le soutien aux actions du chef de l'État, Gaëtan Magalon, pour la suite. Au lendemain de son arrivée à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, le questeur du Sénat s'est rendu à Nkoko-Wanchela, village natal de son père situé à 25 km de Kananga, dans la commune de Nganza. À chaque visite, Topin Kabongo Mukengishai répond à un besoin après un forage d'eau. Cette fois-ci, il a apporté un écran, des télévisions et de ballons de vêtements pour les habitants. Une manière, selon lui, de permettre à la population de rester informée et connectée au reste du monde. Il en a profité pour réitérer son appel à l'unité et à un soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le chef du village, ému par cet engagement, a invoqué les ancêtres pour bénir le parcours de leur fils. Le lendemain, mardi 15 juillet, Topin Kabongo s'est rendu à l'hôpital du Bon Berger de Chikaji, une structure protestante emblématique érigée bien avant l'indépendance dans cette commune. Conformément à ses promesses de campagne, le sénateur continue de soutenir l'établissement, tant sur le plan financier que logistique. Accueilli par le comité de gestion et les personnels soignants, il a remis officiellement un forage d'eau financé à la demande de l'hôpital. 2 téléviseurs de 16 pouces ont été également offerts. En parallèle, le parlementaire prend en charge le soin de plusieurs malades. Sa tournée s'y poursuit dans le 5 territoire du Kasaï central, dans une dynamique de d'écoute, d'action et de solidarité. Le Christ est de retour en RDC, c'est le thème d'une vaste campagne d'un mois organisée par l'église évangélique du sacrificateur à Kinshasa. L'annonce de cette campagne a été faite hier par le représentant provincial de cette église au cours d'une conférence de presse. Sur ces photos qui défilent l'une après l'autre, l'image de celui qui est présenté comme le Christ de ces fidèles de l'église évangélique du sacrificateur d'origine congolaise, plus précisément de l'espace Kasaï, le prophète Kadima Bakenge Moussangilai est considéré par ses fidèles comme le Christ qui a fait son retour en RDC depuis 1963. Sa mission principale est de mettre fin au mal sur la terre et aussi instaurer le royaume des dieux. Au cours de cette conférence de presse, le révérend sacrificateur Jacques Kambaï, représentant provincial de cette église, a démontré tous les signes annonciateurs qui font du prophète le Christ en ces temps de la fin. En effet, au mois de novembre de l'année 1963, à Kananga,
Dieu se révélait au souverain sacrificateur Kadima au moyen du songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé l'Évangile Kadima. La grande manifestation des dieux en Jésus est renfermée dans le livre ou dans l'Évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament. Tandis que la révélation de Allah à Mohamed est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la vocation du souverain sacrificateur Kadima est consignée dans cet évangile qui porte son nom. À travers cette vaste campagne lancée ces jours, les fidèles de cette église veulent rendre public et grand le message du retour du Christ incarné par les prophètes Kadima Bakenge Moussangilai, considéré comme souverain sacrificateur. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Discover Pongo Mamita Bangoulou ainsi que Rubens Kumbu. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou, Jerry Mawassa, Émile Zoula. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Jacques Chibobamesh. Au revoir.